Merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de Politiquement Incorrect. Cette semaine, dans une déclaration offensive selon le Messager, le jeune Belin Bela a tenté de démontrer aux puissances étrangères que le Cameroun, contre vents et marées, garde une main ferme sur son intégrité nationale. Une clarification sur la crise socio-politique dans notre pays, le Cameroun, qui suscite désormais plusieurs commentaires. Et d'ailleurs, selon le quotidien Le Jour cette semaine, cette version du gouvernement à travers la déclaration du ministre des Relations extérieures n'est pas suffisant pour motiver les chancelleries étrangères à accompagner le régime de Yaoundé dans le cadre d'un retour à la stabilité dans les régions chrysogènes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nous parlerons donc de cette déclaration du jeune Belin Bela en première dorsale de cette émission Politiquement Incorrecte ce dimanche. En deuxième sujet, nous allons apprécier les 27 ans de lutte de l'opposition au Cameroun. Comment comprendre qu'en 16 élections dans notre pays depuis le retour au pluralisme politique au Cameroun, soit 5 élections législatives et 4 élections municipales, l'opposition du Cameroun peine aujourd'hui à évincer de manière démocratique le régime du président de la République, Paul Biya. C'est le deuxième sujet qui est inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. Et en troisième dorsale, nous parlerons de ces sanctions infligées aux entreprises défaillantes par le ministère en charge des marchés publics du Cameroun. Il s'agit finalement des sanctions qui deviennent récurrentes dans le secteur des marchés publics et qui semblent, selon quelques spécialistes, trahir des failles dans notre système de passation des marchés publics. Les trois sujets sont donc connus pour ce dimanche. Les invités arrivent progressivement pour cette émission. Le code de conduite reste le même. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Ils sont déjà deux à nous avoir rejoints ce dimanche dans le cadre de cette livraison politiquement incorrecte. Je vais décliner leur profil. Il s'agit d'Honoré Abo. Il est le président de l'Union pour un mouvement patriotique du Cameroun. Il est également criminologue. Monsieur le Président, bon dimanche et merci d'être venu. Merci Yves. Je profite comme si pour adresser mes salutations à tous les Camerounais qui nous regardent par le monde, et en particulier ceux qui sont actuellement scotchés pour cette émission LTM. J'espère qu'ensemble nous allons partager des meilleurs moments. Le président Frit Ngoy est avec nous également ce dimanche. Il est le président du Parti écologique du Cameroun, membre du G20. Monsieur le Président, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Moi aussi, je vous remercie également de m'avoir invité et je salue tous les téléspectateurs. Et je pense que le débat sera. On attend également Xavier Bellemé du Social Démocratique Front ce dimanche, tout comme le docteur Joël Raphaël Wamsi, mais également le mandataire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais on va débuter cette émission ce dimanche, probablement avec vous, mon cher Honoré, pour revenir sur les déclarations ou la déclaration devant le corps diplomatique cette semaine du ministre en charge des Relations extérieures, le jeune Belin Bela, qui a battu en brèche les allégations des organismes non gouvernementaux sur le pic de déplacés observé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Selon vous, est-ce que c'était une sortie qui était opportune? Déjà, permettez-moi de dire que le Cameroun, le Seigneur n'a pas fait deux Cameroun et qu'il n'a pas laissé un au ciel et un autre en bas. Pour que lorsque nous allons détruire celui-ci, qu'il envoie la pièce de rechange. Nous avons un seul Cameroun. S'il est détruit, nous tous allons perdre notre identité. Donc, je trouve la sortie du ministre des Relations extérieures, c'était un communiqué. Nous savons tous que nous avons dans ce pays un ministère en charge de la communication.
Donc, il n'était pas nécessaire pour lui de faire ce communiqué. Et le fait de le faire devant les ambassadeurs est pour moi, à mon analyse bien évidemment, qu'il y a une sorte de menace qui pèse contre le Cameroun et ça fait déjà peur. Donc, je pense que l'attitude du ministre à communiquer en face des ambassadeurs, parce qu'en tant que ministre des Relations extérieures, il est quand même l'interlocuteur officiel des ambassadeurs. Entre les ambassadeurs et le président, c'est lui qui est le principal interlocuteur. Donc il pouvait de son bureau passer des coups de fil à ses amis ambassadeurs et pour ses préoccupations et avoir des solutions. Qu'il soit sorti publiquement devant les ambassadeurs. Et à côté de lui, juste, il y avait le ministre de la Communication. Comme il s'agit d'un communiqué, c'est lui qui pouvait bien le faire. Mais si le ministre lui-même a pris, on lui a demandé de faire cela, mais je pense qu'on lui a demandé de faire cela. Et s'il l'a fait devant les ambassadeurs, ça suppose qu'il y a une menace qui s'est aggravée contre le Cameroun. Et donc, il voudrait que le Cameroun soit prêt. À savoir que nous risquons une représaille d'une autre forme, en dehors de celle qui était avant, uniquement des paroles, des menaces de paroles. Mais on pense que cette fois-ci, sa sortie traduit une vraie frayeur. Et on devrait vraiment en prendre conscience. Président Fringor, est-ce que, à votre avis, cette sortie du ministre des Relations extérieures, et je vous pose la même question, était opportune? Fallait-il faire cette déclaration et revenir sur les chiffres contenus dans les rapports des organisations non gouvernementales au sujet de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Cette semaine, le messager qui en parlait de petites menaces du gouvernement. À mon avis, je pense que pour quelqu'un qui suit bien l'actualité, il est opportun au ministre de sortir et de mettre le point sur le sujet. Parce que ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Et la mise au point voudrait dire qu'aucun pays n'est au-dessus de l'autre. Nous avons chaque pays a sa souveraineté. Et chaque pays doit défendre ses intérêts. Alors, le ministre des Relations extérieures se devrait de mettre les points sur les i et de dire aux ambassadeurs, voilà la situation exactement. Parce que dans les réseaux sociaux, on dit n'importe quoi, les gens ne vérifient rien, même les Camerounais qui sont de la diaspora disent n'importe quoi, mais ils ne vivent pas la réalité. Imaginez-vous ce qui s'est passé pour l'assassinat de cet enfant de 4 mois. Qu'est-ce qu'un militaire camerounais? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qui... Je me demande pourquoi il irait tuer un enfant de 4 mois. Donc tout ça, on devrait mettre ça au point. Ça ne doit plus aller dans tous les sens. C'est une menace, oui, comme disent des gens, mais les Camerounais sont capables de pallier à toutes ces solutions. Nous sommes en train de voir que le président de la République a essayé de débloquer même cette situation du dialogue inclusif. Et c'est ce que nous attendons, que tous les Camerounais comprennent que à partir de ce moment, on doit défendre nos intérêts. Donc je trouve que la sortie du ministre de l'Extérieur, des Affaires extérieures, est une sortie qui devrait mettre les points sur les i. Ça, c'est mon avis personnel. Et je pense que beaucoup de Camerounais pensent comme ce que je suis en train de dire. C'était normal que les ambassadeurs aillent transmettre à leur président ce qui se passe réellement dans notre pays. Et les Camerounais, je le dis, ça va dans tous les sens. Franchement, il faut protéger aussi nos forces de défense qui font tout pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la stabilité. Ne les jetons pas les boules de feu parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens franchement ne vivent pas la réalité des choses. On ne peut pas vouloir aller de l'avant et vivre dans le passé. C'est ça notre problème. On doit revenir encore sur les années 1960 alors que nous sommes en 2019. On a beaucoup de choses à faire. On a notre économie à relever, on a notre industrie à relever, etc. etc. Donc je pense qu'il faut que les Camerounais fassent attention à tout ce qui se passe. Alessé Duplix Mani, bonjour et bon dimanche. Bonjour. Je crois me tromper justement sur la personnalité. Docteur Joël Raphaël Wansi, bon dimanche et merci d'être venu.
Je rappelle que vous êtes juriste et internationaliste. Merci d'être venu ce dimanche. Avec vous, je voudrais justement que l'on aborde la question de cette sortie du ministre des Relations extérieures. D'abord, est-ce que cela entre dans le cadre des usages diplomatiques, une telle sortie? Dans le cadre du fonctionnement d'un État, il est tout à fait normal lorsque l'État est exposé à un certain nombre de crises ou à un certain nombre de défis que le ministère en charge du moins le ministère dont le secteur est affecté, est concerné directement ou est visé directement, fasse une sortie. Et cette sortie est tout à fait légitime. Même quant à l'opportunité de la sortie, là c'est une autre analyse. C'est une autre analyse en ce sens que elle vient compléter une position du gouvernement sur une question qui est particulièrement celle de l'intervention ou encore de l'interférence des organisations internationales et de certains États sur la situation actuelle au Cameroun. Je crois que pour cette intervention, le Cameroun n'est pas un pays qui vit en vase clos. Oui, on ne peut pas vivre en autarcie. On vit dans les organisations sous-régionales, dans les organisations à caractère universel, en tant que spécialiste du droit international et puis des relations internationales. Il est tout à fait normal que lorsque le Cameroun s'inscrit dans le cadre de certaines conventions, de certains traités en matière de gouvernance, en matière de gouvernance et en matière de protection des droits humains, il est tout à fait normal que ses partenaires dans ces organisations, ses partenaires d'autres États puissent lui poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe, pour parler en français facile, qu'est-ce qui se passe chez vous, quelles dispositions avez-vous prévues pour vous mettre en conformité avec certaines exigences de droit international, notamment en matière de droits humains et notamment en matière de bonne gouvernance. Honoré, à ce sujet, avez-vous le sentiment que le Cameroun paye aussi le lourd tribut, finalement, de son adhésion à toutes ces conventions évoquées par le professeur, par le docteur? Je veux répondre à votre question en disant que le Cameroun ne paye pas. Le Cameroun a adhéré à ces conventions. Le Cameroun a adhéré, a bien signé. Je reprends la leçon du docteur. Le Cameroun fait partie de ces institutions de ces pays qui ont ratifié ces lois internationales. Mais revenons dans la sortie du ministre de l'Extérieur. Je répète qu'il n'avait pas besoin de le faire. Si sa sortie, bien qu'importante, nous montre que le Cameroun est vraiment menacé cette fois-ci, et très sérieusement menacé. Quand le grand frère docteur Fils a parlé de l'enfant qui a été exécuté, je pense que pour moi, le débat n'est pas encore à ce niveau-là. Nous reviendrons sur ce débat, oui, sur les cas, n'est-ce pas, qui menacent le Cameroun à l'intérieur de notre enveloppe nationale, enveloppe du pays. Donc, pour l'instant, pour ma part, le ministre de l'Extérieur n'avait pas à sortir, comme je dis, il pouvait de son bureau appeler chacun de ses ambassadeurs, puisque c'est lui l'interlocuteur officiel. S'il y avait un communiqué à faire, il y a un ministère en charge de la communication. Le fait pour lui de sortir lui-même et devant les ambassadeurs du monde, parce que tous les ambassadeurs ne sont pas concernés par la crise, par les menaces, si vous voulez qu'on voit les choses de cette façon. Donc, il pouvait aussi tout simplement appeler ces ambassadeurs concernés et leur dire, transmettez à vos hiérarchies que voilà comment nous voulons que les choses se passent. Mais sortir publiquement de cette façon, avec tous les ambassadeurs, mon analyse, c'est que nous devons prendre d'autres mesures. Nous devons être prudents. Et par rapport à la crise, même comme le grand frère tu l'as évoqué, je dois d'abord dire merci même à M. Ngongo ici, parce qu'il a réussi, n'est-ce pas, à mettre au foncé du Premier ministre, un Premier ministre très important, c'est-à-dire qui répond au profil qui était attendu par les anglophones, par nos frères anglophones, par rapport à ce problème anglophone. En mettant John Gouté, il a réglé un grand nombre de problèmes. Mais seulement à 25%, parce qu'aujourd'hui les sociétés ont arrêté de déranger. Du moins, à fort pourcentage quand même, ils ont réduit leur comportement qui était négatif sur ceci. Donc pour l'instant, nous attendons seulement que nous continuons à maintenir les choses dans la paix, de manière à ce que ces puissances étrangères, parce que lorsqu'elles viennent,
elles ne viennent pas, ce n'est pas des enfants de cœur. Elles ne viennent pas parce qu'elles vous... c'est des gens qui viennent avec une volonté cruelle. Donc il faut faire tout pour maintenir la paix au Cameroun. Et peut-être on va éviter tout ce qui se passe aujourd'hui là. Fringo, dans ses déclarations, le ministre des Relations extérieures indiquait que la crise sociopolitique au Cameroun peut encore trouver une solution camerouno-camerounaise. Oui. Partagez votre avis après 3 ans de crise? Mais bien sûr, chaque chose a une fin. Nous sommes en train de, comme vient de le dire mon copanéliste, le Premier ministre, chef du gouvernement, est en train de faire un travail assidu dans ces zones-là. Tout le monde a vu ce qu'il a fait et nous adhérons tous à ce qui est en train de se passer. Nous avons tous la volonté que ça cesse. La guerre ne profite à personne. Tout ce qui se passe là ne profite à personne. Voilà notre économie qu'on doit relever, l'industrie, etc., etc. Voilà notre agriculture. Voilà la CDC qui a beaucoup de problèmes. Donc nous avons tous intérêt à adhérer pour qu'il n'y ait plus la guerre, si on peut l'appeler comme ça. C'est une crise profonde, elle va s'arrêter d'un moment à l'autre. Et le dialogue inclusif, comme on est en train de le dire, va se passer. Le président saura à quel moment exactement il va descendre sur ces zones-là, puisqu'il a déjà cette volonté. Je pense que les gens, les caciques du pouvoir, comme on le dit, avaient trouvé que ce problème était un problème léger. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui manipulent cette affaire-là, cette crise, non seulement à partir du Cameroun, mais à partir de l'extérieur. Parce que les pays occidentaux eux-mêmes maintiennent cette situation pour essayer de prendre tout ce qui est dans notre sous-sol. Moi, je vous le dis, nous sommes un pays riche, nous sommes un pays extrêmement riche. Malheureusement, si on voudrait exploiter nos richesses aujourd'hui et qu'il y a cette situation, ça ne va pas aller, ça ne profite à personne. On a appris, c'était hier que la Sonara a pris feu. Les sécessionnistes sont en train de revendiquer que c'est eux. Est-ce que c'est normal? S'il y aura pénurie d'essence, s'il y aura pénurie de gaz, ça profite à qui? À personne. Nous avons tous intérêt à tordre le cou à cette situation et à adhérer à la position du gouvernement. Parce que le Cameroun est indivisible. Nous ne devions pas vouloir aller de l'avant et vivre dans le passé. C'est ce que je dis. On ne doit plus remettre tous ces traités-là en cause alors qu'il faut seulement améliorer la situation. Voilà ma position. Je rappelle que cette émission ce dimanche admet l'interactivité. Vous pouvez réagir au débat ce dimanche au 695 38 79 46 uniquement par SMS. Docteur Joël Raphaël Ouansi, est-ce que la chronologie des événements aujourd'hui n'amène pas finalement à se questionner sur le rôle trouble des chancelleries occidentales dans le cadre de cette crise? Le Premier ministre semblait mettre le doigt dans la plaie en indiquant qu'il y a des activistes tapis dans l'ombre du côté de l'Occident aujourd'hui qui sapent l'image du Cameroun à l'étranger et parlaient de gel des financements de ces derniers-là. Est-ce que la chronologie des événements aujourd'hui ne donne pas raison au ministre des Relations extérieures? Non, je vais être très réservé parce qu'au Cameroun, tout le monde manifeste, a le vœu que la paix revienne, qu'on rentre dans le dialogue, tout ça. La paix, j'ai connu du moins plusieurs théâtres de guerre parce que j'ai travaillé à l'international. Je vais vous dire, pour parler de dialogue, il faut identifier les parties. Il faut savoir qui est qui et qui fait quoi. Il faut déterminer le lieu. Il faut déterminer qui va être le modérateur. Chez nous, on dit, oui, allons-y, il faut que ça finisse. Ce qui commence à générer une forme de lassitude pour la population. Qui est qui? Moi, je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a voulu parler de dialogue réel en Côte d'Ivoire pour résoudre le problème de la crise ivoirienne, on a parlé aux rebelles. On leur a même donné un nouveau nom, qu'on appelle Force Nouvelle. Oui, pour essayer d'apaiser la situation. Chez nous, qui va parler à qui? Vous êtes en train de... Tout le monde a ce vœu, a cette volonté d'aller au dialogue. Mais le dialogue implique quelque chose, il a des impacts. Le premier impact,
dans ce genre de dialogue, c'est qu'il exige parfois des réformes. Et ces réformes ont un caractère institutionnel. Est-ce que ceux qui détiennent l'oligarchie, qui détient le pouvoir aujourd'hui, est prête à démanteler le système par lequel elle a gouverné depuis de longues années? Attention, lorsqu'on va donc au dialogue, il faut déjà penser à ce que sera le dialogue et où on va aboutir. Les Camerounais ont déjà connu des dialogues, exemple la tripartite, ça a déjà été démantelé par le système. Un nouveau dialogue, un nouvel espace va s'ouvrir pour ceux qui veulent participer au dialogue. Est-ce qu'il y a suffisamment de confiance entre les partis? Nous sommes sur le plateau, nous parlons. Mais les populations, est-ce qu'elles y croient vraiment? Il faut que tout le monde est d'accord, il faut que les choses prennent fin, mais il faut identifier les parties qui sont déterminantes dans la poursuite ou bien dans l'avènement du dialogue ou bien dans l'amorce du dialogue. Honoré, sur cette question, le docteur Joël Raphaël Ouanssi semble aussi indiquer que l'urgence de ce dialogue qu'on appelle de tous les vœux tarde à venir. Ça fait déjà quelques semaines que le Premier ministre a sillonné les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Vous avez le sentiment qu'on posait les réformes qui sont évoquées par le docteur Joël Raphaël Ouanssi pour améliorer les choses? Faut-il changer également de vocable pour apaiser véritablement les tensions? Je suis un peu d'accord avec le docteur dans le domaine où il faut trouver les véritables interlocuteurs avec lesquels nous devons dialoguer s'il faut mettre la paix quelque part. Mais je dois aussi dire que le gouvernement tarde un peu dans ses investigations. Parce que lorsque nous sommes face à le docteur disait, le dialogue par rapport à quoi? Nous savons tous que le Cameroun est en crise, que le Cameroun vit une situation vraiment difficile en ce moment. Nous sommes vraiment, personne ne doit partir d'ici à Ikok et revenir en un seul morceau, je doute. Vous pouvez partir de Douala où vous êtes pour même Kumba et penser revenir en un seul morceau, je doute. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Il y a donc un problème, un réel problème. Le gouvernement est doté de beaucoup d'outils pour pouvoir définir avec exactitude les personnes avec lesquelles on doit causer dans le cadre d'une... Dans la mesure, il y a cette mesure où la crise là est bien définie comme étant une qui porte des individus, un groupe d'individus bien précis. Mais dans le cas d'espèces, il retarde un peu trop à mener des investigations quant à localiser exactement cette personne-là. Mais ce qui est sûr, on a des problèmes. Seulement pour revenir à ce que dit le docteur, le Premier ministre, sa sortie a été très importante. Et on a tous vu que les gens se sont calmés du côté. Et puis jusqu'à présent, moi j'ai des renseignements qui établissent que les gars sont sortis de la forêt. Ils sont que de baisser les armes en Angleterre. Et ils se plaignent même aussi de la militarisation actuelle dans le côté de nord-ouest et sud-ouest. Pour ma part, pour ce qui est de ce conflit, ce problème anglophone, il faudrait que on ne manque pas. On a vu une sortie d'un ancien journaliste, un nouveau collègue, ancien journaliste anglophone, qui a posé le problème et a dit il y a des gens qu'on peut rencontrer. Et ici, quand on fait la politique, parfois il y a des compromis, docteur. C'est parfois, il faut savoir que, même si je ne suis pas du RDPC et que X est de tel autre parti, du moment où on pense qu'il peut être important, dans cette crise, pour que la paix revienne, on peut aller vers lui. Ali Tchindji a cité par exemple Abou Mathieu comme interlocuteur capable d'aller vers ces gens et trouver le moyen d'un retour à la paix. Il a prononcé beaucoup de noms. Beaucoup de gens se sont imbus dans ce sens-là. Mais on a l'impression que le gouvernement, bon, je ne pas le gouvernement peut-être, mais il y a des gens, comme a dit le grand frère, il y a des gens certainement qui sont toujours en train de nourrir cette haine-là. Parce qu'il a tort quand il disait que la guerre ne profite à personne. Je regrette, grand frère, il y a des gens qui profitent derrière la guerre. Sinon, on ne serait pas en train de vivre pendant 3 ans. Je parle de la personne lambda. Sans que personne ne cherche depuis 3 ans dans un pays comme le Cameroun, qui est doté d'un véritable arsenal de renseignements, qu'on ne puisse pas arriver à détecter avec précision les personnes avec lesquelles on doit collaborer dans le cadre du retour à la paix. Ça veut dire que je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être même au sein du Cameroun, de la diaspora, parce qu'on sait que la diaspora n'est pas très contente de la manière par laquelle la gouvernance se passe chez nous. Ça, on le sait. Mais même au niveau même de notre pays, mais peut-être au sein du gouvernement, il y a certainement des gens qui ne sont pas heureux que la paix revienne, parce que la paix n'est pas en leur faveur.
Sachez qu'il y a des gens qui sont à l'aise dans un environnement trouble. Je voudrais qu'on avance sur ce sujet avec vous, Fritz Ngor, pour cette fois-ci parler de cette pression internationale qui semble visiblement réelle. Cette sortie précède quelques sorties d'une communauté internationale qui semble désormais se questionner sur l'avenir du Cameroun. La fameuse réunion informelle du Conseil de sécurité a débouché sur plusieurs débats et polémiques au sein de l'opinion camerounaise. Bien avant, c'était le Parlement européen qui se disait préoccupé par la situation dans notre pays. Que dire des organisations non gouvernementales qui ont produit des rapports qui accablent l'armée du Cameroun? Est-ce que c'était une sortie pour dire stop à la pression internationale et peut-on véritablement, dans un rapport de force, imposer toute notre volonté? Et la question est laquelle, s'il vous plaît? La question est la suivante. L'intégrité du Cameroun peut-il échapper à une intervention étrangère à l'heure actuelle, au regard du déroulement? Pourquoi faut-il une intervention internationale? Pourquoi? Pour faire quoi? Je vous ai dit d'emblée et d'entrée du jeu, je vous ai dit que le Cameroun, c'est un pays béni. Le Cameroun a beaucoup de richesses. Et c'est ça que tout le monde convoite. Est-ce que le Cameroun est le seul pays où il y a la crise? Il y a les gilets jaunes en France qui s'interfèrent à ce genre de problème. Il y en a partout. Il y a en Angleterre, il y a le Brexit et tout ça. Il y en a partout en Afrique, en Amérique en Amérique latine qui s'intéressent. Pourquoi les gens s'intéressent au Cameroun? C'est parce que nous avons tellement de richesses que tout le monde est braqué sur ces richesses-là. Et c'est pour ça que je dis, et je répète sur ce plateau, que nous, les Camerounais, nous devrions être réfléchis. Comme a dit le docteur tout à l'heure, ce dialogue-là, si on veut l'instaurer demain ou après-demain, on peut identifier les gens qui peuvent le faire. Au niveau des églises, au niveau de la politique. Au niveau même, c'est même pas un problème de parti politique, c'est un problème de bon sens. Et les Camerounais qui veulent arrêter la guerre, il y a ceux qui sont en prison comme Ayou Tabé, on peut l'introduire dans ce débat. Il y a les dignitaires du nord-ouest et du sud-ouest, il y a les dignitaires partout, dans toutes les régions. On s'assied, on dit que la guerre s'arrête. Si on définit ça comme ça, maintenant on saura. Si nous-mêmes, nous ne voulons pas ça, parce que les gens veulent, comme il vient de dire, Honoré vient de dire, les gens veulent extirper les petits moyens qui ne serviront à rien, parce qu'on a vu beaucoup de gens qui sont riches et aujourd'hui sont en prison, parce qu'ils pensaient que le Cameroun les appartient. Nous voulons exactement, pour que la guerre s'arrête, ce dialogue-là. Et les pays occidentaux vont se taire. Tout ce qui les intéresse, c'est notre sous-sol. Moi, je le sais. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons le manganèse, nous avons... Il y a tellement de richesses ici. Nous avons le bois, nous avons tout. Et c'est tout ce qui les intéresse. Parce qu'aujourd'hui, on dit, le vice-ministre des Affaires étrangères américain était là, ou c'est Nagui qu'on l'appelle. Il a fait son cinéma à partir de l'Europe. Quand il est venu ici, il a trouvé qu'il n'y avait rien de spécial à faire. C'est nous qui connaissons le mal profond de notre pays. Ce n'est pas les gens qui sont de l'extérieur. Mais je suis sûr qu'il y a ceux qui financent cette crise-là, tout simplement pour en bénéficier, comme est en train de dire Honoré. Mais ça ne profite pas aux Camerounais. Nous sommes capables d'arranger cette situation et nous ne voulons pas les interventions. Les interventions qu'il y a eu au Congo depuis des années en RDC, ça a donné quoi? Ici en Côte non, je dis ici en RC. Non, je dis en Afrique centrale, ici à côté de chez nous. RCA, en Centrafrique. Ça a donné quoi? Rien du tout. Les gens ne cherchent que leur diamant. C'est exactement ce qui va se passer chez nous. Il n'y a pas autre chose. Dès qu'il y a des bruits ici, tous ces gens-là vont venir seulement prendre et ils s'en vont. On a cru qu'en tuant, par exemple, Mohamed Kadhafi, que la Libye aura ceci ou cela. La Libye a quoi aujourd'hui? C'est devenu un chemin où tous les clandestins passent. C'est exactement ce qui se passera. C'est comme ça. Donc nous avons intérêt à défendre nos intérêts. Les intérêts de ce pays et à définir, c'est-à-dire à ne pas accepter que le Cameroun soit divisé. Docteur Joël Raphaël Ouanssi, vous qui étudiez
à l'international l'actualité. Avez-vous le sentiment qu'on est en face d'un véritable schéma d'une insurrection qui peut aboutir à une guerre civile et donc à un renversement de régime? Est-ce que c'est le schéma actuel qui est observé? Non, je ne veux pas me faire prendre dans ce piège-là. Il faut éviter des positions supplicatives et pleurnichardes en disant on va venir prendre nos biens, reste, tout ça, ça ne sert à rien. Il y a un problème qui se pose bien précis chez nous. Nous n'avons pas de gouvernance en matière de gestion de conflits. Dans certains pays, il y a des modérateurs qui sont reconnus pour leur probité morale, qui sont une institution de modérateurs, qui jaugent ce que devient un État, qui jaugent ce que devient leur État chaque fois qu'il y a un conflit et qui apportent des solutions. Ici, chaque fois que nous sommes menacés au Cameroun, ou bien nous avons le regard critique de l'opinion internationale, nous commençons à brandir notre petit nationalisme étriqué. Il faut sortir de cette logique et voir les choses avec réalisme. Vous venez de poser une question de savoir, tout appartient à ceux qui cherchent le pouvoir. Lorsqu'on veut le pouvoir, on envisage tout. Mais tout appartient aussi à la classe politique. Une classe politique qui se tire dessus depuis de longues années. Je connais des pays où il y a eu plus de massacres qu'au Cameroun, en Sierra Leone, au Libéria. À la fin, les gens se sont mis ensemble. Ceux qui avaient le pouvoir ont dit à ceux qui n'avaient pas le pouvoir, quel est votre objectif? Ils leur ont posé cette question. Quel est votre objectif? What's your aims? What's your objective? Ok, it's development. Nous aussi, c'est le développement. Ceux qui étaient au pouvoir disent, nous aussi, nous avons un objectif de développement. Ils se sont mis ensemble et ils commencent à résoudre leurs problèmes. Ils ont apaisé leur violence et restent. Donc, le problème ici, c'est que si vous traitez les gens avec condescendance, sans respect du tout, vous les jetez en prison, avec qui allez-vous discuter? Soyons réalistes et cessons d'évoquer notre petit nationalisme. Mais la vérité est là. C'est que le Cameroun, sur le plan géostratégique, intéresse le reste du monde. Il n'intéresse pas à cause des richesses. Il intéresse parce que si nous déstabilisons le Cameroun, nous allons déstabiliser l'Afrique centrale. Le Tchad a déjà ses problèmes. Le Centrafrique a déjà ses problèmes. Venir ouvrir un nouveau foyer, un nouveau foyer de tension au Cameroun, ce ne serait pas une bonne chose. Pas du tout. Ce n'est pas pour le manganèse et reste tout ça. D'ailleurs, depuis qu'on parle d'uranium, de manganèse, tout ça, est-ce que ça profite au panier de la ménagère? Ça vous profite, vous? Non, pas du tout. Donc, le problème, c'est quoi? C'est essayer de résoudre des problèmes, mais identifier les vrais acteurs et parler avec ces acteurs. Voilà où se trouve le défi et l'enjeu. Sur la question, justement... Oui, sur la question, je suis très à l'aise parce que j'ai suivi très bien le docteur et mon ami Fils. J'ai été dans les 10 provinces du Cameroun, où j'ai mis les pieds. Il y a 60 départements du Cameroun où j'y ai mis les pieds. Et 360 arrondissements, et puis 9000 villages dans ce pays. Lorsque je regarde le Cameroun profond, en fait, docteur, je vous soutiens, je me pose une question. Où va mettre l'argent du Cameroun? Lorsqu'on parle de sous-sol qui est vachement riche, pour revenir à ce que le grand fait dit, et que c'est peut-être pour ça que ces Occidentaux sont en train de venir en intervention, parce que leur but c'est de viser cela. Et vous devez savoir que les relations entre pays sont que des intérêts. C'est uniquement ça. Je ne pense pas que vous pensez pas que la France viendra intervenir en faveur de... C'est parce qu'il va vous demander en retour quelque chose. Ça, c'est une logique. Mais maintenant, le docteur a fait part d'un mot, il a posé un mot, la condescendance. Évidemment, on ne peut pas gérer des gens comme si c'était des êtres humains entièrement à part et que vous êtes à part entière. Vous pouvez mettre tout le monde en prison juste parce que peut-être ne vous plaît pas et penser qu'on va discuter avec qui finalement. Il peut arriver même que des personnes que nous cherchons dans le but d'un dialogue, et je suis triste parce qu'il a parlé d'Ayoub Tabé qui est en prison par exemple. Et sans vouloir se leurrer, je dis bien, même le professeur Kamto peut être aussi un interlocuteur. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il faut facilement être peut-être du régime pour pouvoir... Et puis il y a aussi un problème, cher ami Fritz. Vous savez, dans une entreprise, par exemple, mon ami Yves,
il y a des employés qui voient difficilement au DG. Vous savez ça? Des employés qui voient difficilement au DG. Difficilement. Et le premier mai arrive, tout le monde est assis, ils attendent que le DG vienne. Beaucoup sont fiers de le voir pour une première fois. Après, un membre du protocole se détache de la foule, vient vous annoncer que, mes chers collègues, excusez-nous, le DG s'est absenté, mais le directeur des ressources humaines va le remplacer. Imaginez-vous ce qui s'est passé dans l'esprit de ceux qui attendaient votre DG. Le premier aussi là, c'est l'immobilité de notre chef de l'État. Ça, le chef de l'État du Cameroun est très immobile. Vous comprenez? Des crises pareilles pouvaient vite mieux s'éteindre si notre président avait un comportement mobile. Je n'accuse pas, je comprends qu'il soit dans une situation où bouger pas facile. Mais on peut organiser ces déplacements parce que quand on parle de l'État, on parle du chef de l'État. Et quand on parle de l'État sans voir le chef de l'État, on peut croire qu'évidemment, il est peut-être en train de, comme Adjogan fait la condescendance, qu'il est peut-être en train de vous simplifier à la limite. Oh, c'est une affaire d'État. Je dis, évidemment, quand tu poses la question de savoir, est-ce que cette insurrection vise à renverser le pouvoir? Possiblement. Sinon, moi, je ne vois pas une autre façon. S'il y a une saison au Cameroun, si des forces extérieures arrivent à poser des actes de violence au Cameroun, ce sera pour un seul but. Enfin, deux, si vous voulez, mais le premier but, c'est de renverser le pouvoir. Et le deuxième, là je reviens à Fils, c'est de demander en retour quelque chose à celui qu'on va mettre, peut-être même que cela même va même signer des accords avant même l'intervention. Donc, s'il y a intervention, ce que je ne souhaite pas, je suis fier, j'appelle vraiment à toutes les forces intellectuelles du pays de pouvoir se mobiliser parce que, croyez-moi ou non, nous sommes dans une situation de menace imminente. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter que cela se produise. Parce que si cela se produit, le Cameroun mettra des centaines d'années pour se recoudre. Je ne verrai plus une tribu qui acceptera qu'une autre la commande. Donc, comme à 250 ennemis, évitons ce qui arrive. C'est pourquoi j'ai dit au début, en préambule, que nous n'avons pas deux pays, un en réserve, l'autre sur terre. Que si on détruit celui-ci, Dieu enverra l'autre. Non. Une fois que c'est détruit, on perd nos identités. La preuve, c'était même d'entre on a acquis une double nationalité. Un peu comme s'ils ont prévu que le pays sera détruit et ils vont fuir déjà ailleurs. Donc, moi je dis, c'est une trahison. Quand quelqu'un pense sur la peine de s'engager à modifier sa nationalité, j'appelle ça une trahison pour moi. Parce que son père et ses parents sont décédés, ils sont enterrés ici. Si aujourd'hui lui, il change de nationalité, c'est une trahison. Donc maintenant, s'il y a insurrection, s'il y aura, ça va forcément aboutir au renversement du régime et donc au profit de notre sous-sol à travers celui qu'on placera là. Mais faisons en sorte que cela n'arrive pas. Fingo, comment on fait en sorte que cela n'arrive pas dans notre pays? Je voulais juste poser une petite question au docteur Ouassi. Que tous ces gens-là, ils viennent ici pour faire quoi? Pour nos beaux yeux? Je vais vous répondre, s'il vous plaît. Parce que je veux pas finir. Je n'ai pas encore fini. Ouais, je veux vous donner un cas. L'Allemagne a perdu la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, ils payent les frais. Le Japon a perdu la guerre contre les Américains. Jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui payent leur déficit. Ça sera la même chose ici. Ces gens-là ne viennent pas ici pour nos beaux yeux. C'est vrai. Ce que vous avez dit tout à l'heure, la gérance n'a pas été du tout bonne, disons ça comme ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont en prison aujourd'hui à cause de toute cette gérance. Quel gouvernement est en prison? C'est-à-dire c'est malheureux qu'on voit qu'un seul Camerounais peut vouloir détourner je ne sais pas combien de centaines de milliards. Et on le laisse jusqu'à ce qu'on demande les preuves. Comment il parle? Aujourd'hui, là, je demande seulement à tous les Camerounais de ne plus regarder derrière, de regarder devant, ce qui nous attend. Parce qu'en rentrant en arrière, ça ne résout aucun problème. Ça ne résout aucun problème. C'est ça mon problème, docteur. C'est ça mon problème. Mais je ne dis pas que la gestion est bonne. On doit reviser, comme vous avez dit, les institutions. Et rapidement. On doit faire des réformes, des grandes réformes dans ce pays. Si on ne le fait pas et que ça reste statique, ça sera toujours comme ça. Mais les gens qui peuvent diriger ce débat-là sont là. On peut le faire. Et si nous faisons un trait d'union sur ça, ça peut se réaliser en moins de... Qu'est-ce qu'on ne peut pas arranger dans ce pays? On peut le faire, on a tout. Mais les gens, certaines personnes sont de mauvaise foi. Voilà. Docteur Raphaël Ouassi, sur la question de la planification pour éviter que le Cameroun fasse l'objet d'attention particulière d'une communauté internationale
Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Le tout n'est pas de crier qu'allons au dialogue, ne faisons pas comme dans les années 60, reste tout ça. Nous sommes dans un régime présidentiel. C'est le chef qui commande. Il a hérité ça lui-même du système français gaullien, c'est-à-dire gaulliste, permettez-moi le terme, ou de l'administration coloniale, où c'est le lieutenant-gouverneur qui décide de tout dans la colonie. Il a été à l'école de l'administration d'outre-mer. Il est revenu, il est président de la République. Il décide. La souveraineté est entre les mains du chef de l'État. Le pouvoir décisionnel, c'est lui. Ce n'est pas parce qu'on a envoyé le Premier ministre dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ça a suscité quelques espoirs. Mais la réalité est là. Le Premier ministre n'est pas responsable devant le Parlement. Il est responsable devant son chef. Dès lors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès lors, il faut que celui qui détient le pouvoir décisionnel rentre en scène. Mais moi, je doute qu'il rentre. Vous savez pourquoi? Le système tel qu'il est fait aujourd'hui est le système qu'il a créé et qu'il a concocté, qu'il a monté comme un échafaudage. Lui demander aujourd'hui de rentrer en scène, de résoudre le problème, c'est quoi? C'est lui demander de démanteler le système. Avez-vous vu quelqu'un qui scie une branche sur laquelle il est assis? Non. Ça dépend de quel côté il est assis. Quel que soit le côté où il est assis, il s'expose à des risques. Tout ce que nous pouvons constater, c'est que nous suivons le cours des événements. S'il advient que c'est bon, c'est bon. S'il advient que c'est mauvais, on verra. Mais pour le moment, tout le peuple est tourné vers celui qui détient le pouvoir décisionnel. Personne ne peut le faire. Le Parlement même ne peut le faire. C'est un Parlement figuratif, avec des acteurs figuratifs. En ce sens que ces acteurs n'ont pas le pouvoir décisionnel pour faire un véritable contrôle parlementaire. Les juges même n'ont pas de force, puisque le premier procureur de l'État est le président de la République. Donc les juges n'ont pas le pouvoir d'engager une action réelle, autonome, indépendante, sans l'accord du premier procureur. Cela veut dire que le pouvoir juridictionnel, le pouvoir parlementaire sont des pouvoirs sclérosés et bloqués. Maintenant, la société civile, revenons à la société civile. On peut aussi se tourner vers elle et l'écouter. Mais comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas de tradition de coopérative et de l'association. C'est maintenant que nous avons commencé dans nos activités sociales ici à parler d'association. Donc il sera très difficile pour nous. À un moment de la vie, un pays peut être sclérosé par le fait de ses gouvernants. Ils en tirent eux-mêmes les conséquences. C'est ce que je peux dire. Mais nous disons la même chose. Sortons de ce sujet avec sa façon de le dire. Nous disons la même chose. Ce que nous disons ici, on est suivi partout dans le monde. On est suivi à partir de Yaoundé, à partir de Douala. Tout ce que nous disons là, c'est enregistré. Donc, on envoie nos petites idées là, nos petites contributions à l'État. Le chef d'État est au courant. Il est au courant de tout. Donc, ce processus-là est irréversible si les gens s'entêtent à vouloir toujours étouffer. Ça va éclater sur eux. Nous sommes les hommes lambda. Nous avons quoi? C'est eux qui ont tous les immeubles. C'est eux qui ont toutes les richesses. C'est eux qui ont tout. Mais c'est eux qui regretteront. Moi, je regretterai quoi? Je regretterai tout simplement que mon pays est détruit. C'est tout. Vous pouvez réagir. Oui, je vous ai dit que j'ai suivi le cas. La Côte d'Ivoire est un pays qui m'intéresse particulièrement parce que j'y ai travaillé pendant de longues années. Dans les années 1980, on avait dit à M. Félix Houphouët-Boigny, mon père, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir parce que la génération que vous gouvernez n'écoute plus vos discours. Les déclarations de Bamako de 1948, de 1946, sont dépassées. Vous avez une population qui est entre 1 an et 35 ans qui fait 70% de la population. Il y a de nouveaux acteurs qui ont l'âge de vos enfants.
Ça ne marche plus, Monsieur le Président. Les seuls pouvoirs. Vous savez ce qui s'est passé? Il est mort au pouvoir. Et on connaît les conséquences qui sont aujourd'hui qui n'arrivent pas à gérer jusqu'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a des difficultés dans le cadre de sa réconciliation. Jusqu'à présent. Donc, ce sont pour moi, tout ce que vous voyez là, c'est les conséquences de la pérennisation du système de la longévité au pouvoir. Évidemment. Au début, c'est bon, on s'en applaudit, c'est bien, ça crée de l'ambiance. Mais après, c'est difficile, la sortie est très difficile pour tous les États. La sortie était même difficile pour De Gaulle. Il est parti après un référendum. La sortie était difficile pour Bouteflika. Lisez l'histoire des sorties. Lisez l'histoire des sorties au Zimbabwe. C'est difficile. C'est très très difficile. Parfois, le peuple que vous avez servi pendant longtemps, il finit même par ignorer que vous avez été à leur service. Tout ce que vous avez construit paraît à leurs yeux comme du rien. Voilà, donc le fait d'avoir... Ce sujet est tellement intéressant que... Merci, Fritz. En fait, donc, le fait pour quelqu'un d'être resté longtemps auprès de vous, ne veut forcément pas dire que pendant ce temps, il vous a servi. Qu'il est mauvais. Non, je reprends. Le fait pour quelqu'un de rester votre collaborateur ou votre patron pendant très longtemps, ne veut forcément pas dire qu'il vous a servi. Il pouvait s'être servi durant ce moment et rester avec vous. Et vous êtes ensemble. Mais aussi, ça ne veut pas dire qu'il est une mauvaise personne. C'est seulement que nos comportements sont tels que nous sommes. Mais Yves, à ta question de... planification pour éviter à l'avenir que de telles crises se produisent. Mais quand tu es avec le docteur, parce que la longévité évidemment au pouvoir pose un gros problème dans notre pays. Un artiste camerounais dit « Je suis né quand c'est vous qui travaillez. Et je suis déjà vieux grand-père, c'est encore vous qui êtes là. » C'est des messages forts. Comprenez? C'est des messages qu'il faut mettre à propos de la communauté internationale et des puissances étrangères qui risquent de venir chez nous. Moi, je dis, il faut d'abord identifier le lien négativiste entre eux et nous. Qu'est-ce qui nous lie méchamment? Qu'est-ce qui fait que ces communautés internationales et ces puissances sont aussi fâchées par rapport au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? Identifier d'abord le problème. Ensuite, essayer de trouver des médicaments efficaces pour le guérir. Puis, on engagera en ce moment un dialogue. Mais, visiblement, j'ai l'impression que nos gouvernants, comme dit le docteur, développent dans leur notion une sorte de condescendance telle qu'ils ne peuvent pas dialoguer avec n'importe quoi, comme s'ils ne peuvent pas aller vers les gens. C'est une attitude qui aussi qui frustre les gens naturellement. Donc du coup, c'est normal que les communautés internationales et les autres puissances étrangères se mêlent. Surtout, il peut arriver dans votre maison. Comment comprendre, Yves, que dans ma maison, je suis avec mon épouse et mes enfants, je tape sur ma fille, quelqu'un de dehors vient me demander pourquoi tu as tapé sur ta fille. Maintenant, allons chercher à savoir quel est le lien de cette personne de dehors avec celle que j'ai tapé. Peut-être qu'il y a des liens aussi forts, tels que si tu continues à frapper sur cette personne, il peut intervenir contre ton gré. Donc, je suis sûr que vous savez de quoi je veux parler. Donc, voilà tout un État où tout un gouvernement est en prison. C'est salissant. C'est salissant. Tout récemment, on a arrêté un ministre de la Défense, porteur de secret d'État, et on aurait trouvé chez lui de fortes sommes d'argent. Autant de choses. Comment quelqu'un peut-il arriver à détourner autant d'argent sans qu'on ne s'aperçoive? Par exemple, il y a donc ce laisser aller, et c'est dû au fait de l'immobilité, n'est-ce pas, du chef d'État, comme je l'ai dit, qui, comme le docteur a dit, il est comme un roi. Parce qu'il commande l'exécutif, il commande le Parlement, il commande le judiciaire. Donc c'est lui qui décide ce qui doit être le premier procureur de la République. Donc, maintenant, pour pouvoir sortir de cette crise, il faut d'abord remodeler la Constitution en faveur de la population. C'est-à-dire qu'il faut rendre l'État vraiment souverain. Que le peuple soit souverain d'abord. Et que lorsqu'on veut passer à un vote, par exemple, qu'on ne soit pas toujours obligé de nous traiter comme si les gens tous des papiers.
par exemple. Donc, il faudra modeler la Constitution et essayer même de la rendre, comme on avait dit avant, c'est-à-dire que limiter le temps au pouvoir. Et ma crainte encore, monsieur Yves, c'est que le grand frère a parlé au fait Baïk était décidé au pouvoir. Vous avez vu ce que ça s'est passé en Côte d'Ivoire quand il est décidé au pouvoir, il y a eu beaucoup de désordre. Imaginez-vous que cela nous arrive. Ce sera extrêmement grave chez nous. Il faut aussi éviter ça. Je vais évacuer quelques SMS pour qu'on prenne la deuxième dorsale. Bonjour. L'inertie dans la résolution de la crise vient du président de la République. Il n'a qu'à faire un tour dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et s'asseoir avec ses frères. Et je vous assure que ça va finir comme Too et Ayouk, que nous ne pourrons pas mettre à exécution. Alors, exécution quoi? J'ignore la chute de vos propos. Je vais évacuer un autre SMS rapidement. Bonjour, s'il vous plaît. Les candidats du probatoire scientifique composeront en histoire ou en géographie. On va vous reprendre tout à l'heure, mon cher. Bonjour le panel, c'est Emmanuel Vogt depuis Nkolbison, c'est à Yaoundé. Le temps que le goût du nationalisme revienne et que le tribalisme cesse, c'est ainsi que l'on peut pallier à cette crise politique. Merci et bonne journée à vous. Je vais évacuer un autre SMS rapidement. Alors, il est extrêmement long. C'est bien d'organiser des débats TV. C'est bien d'organiser des conférences de presse, mais c'est pas ça qui ramènera la paix dans ce pays. Il est temps de quitter nos bureaux. Qu'est-ce qu'il dit encore par la suite? Il faut aller dans les régions. J'ai du mal effectivement à lire son message, mais il indique très clairement qu'il faut donc pour un retour véritable à la paix dans notre pays, poursuivre la démarche pour une nouvelle constitution, réduire le mandat présidentiel à 5 ans, une fois idem pour le Sénat et l'Assemblée nationale, prendre effectivement une belle trajectoire pour une décentralisation effective et rendre le système éducatif bilingue et réduire le nombre de ministres et revoir le code électoral. C'est des suggestions pour une sortie de crise définitive qui sont donc faites par quelques téléspectateurs qui nous suivent ce dimanche. J'aimerais qu'on prenne sans transition la deuxième dorsale de cette émission. Je vais peut-être commencer par vous, Fritz Ngor. On parle de l'opposition au Cameroun. Cela fait un peu plus de 26 ans que cette opposition tente d'évincer le régime au pouvoir, mais à la suite de ces élections qui ont été organisées sur cette période-là, on se rend compte que l'opposition a véritablement des difficultés à pouvoir imposer sa voix par le chemin des urnes dans notre pays. Est-ce que c'est une situation qui aujourd'hui vous surprend? Qu'on ait une opposition à la limite désorganisée, incapable par la voie des urnes d'imposer une alternance politique? Au sujet de notre opposition, je pense que nous connaissons la vie en dents de scie de cette opposition. Depuis les années 90, l'opposition a quand même apporté beaucoup dans la presse, dans les lois. On a changé beaucoup de choses. Et à un moment donné, l'opposition avait même les moyens de renverser ce gouvernement. Mais vous savez, en politique, chacun est malin. Et il y a eu un moment où le SDF était vraiment en pole position. L'UMDR a vendu ses voix au RDPC. Nous connaissons tout ce que l'UPC a fait. Chacun a tissé ses alliances, l'UNDP, etc., etc. Nous avons... La politique, c'est une sorte de... On ne donne pas le pouvoir, on l'arrache. L'opposition camerounaise a eu toutes les chances de renverser ce pouvoir. Malheureusement, les gens ont préféré penser à eux, pas à la République. Raison pour laquelle nous sommes là, nos égaux. Les Camerounais sont trop comment on appelle ça? Égocentriques. Chacun pense à lui. Il ne pense jamais à l'intérêt national. Voilà pourquoi l'opposition est dans cette situation. Ça, c'est mon analyse personnelle. Mais nous avons vu ces derniers jours, en 2018, là, comment l'opposition a essayé de faire. Qu'est-ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, etc., etc.
moi, je ne suis pas là pour parler de M. Kamto, mais malheureusement, ce monsieur gagnerait tout si il préparait ne serait-ce que les élections législatives qui venaient. Je ne sais prison? pas. Non, avant. Il gagnerait, il a dit gagnerait. Je dis qu'il gagnerait. Je ne sais pas ce qu'il a poussé pour aller faire tout ce qu'il est en train de faire là. C'est toujours les histoires des Occidentaux. C'est pour ça qu'on nous dit, ce sont les Occidentaux qui nous poussent toujours à faire des bêtises parce qu'ils veulent absolument profiter de certaines situations. C'est ce que je retiens dans ma vie, avec ma petite expérience. Donc je voudrais dire que déjà le code électoral est tellement difficile et bien façonné pour le pouvoir qu'il va falloir faire des alliances. Nous autres, on nous a qualifiés. Moi, je prends mon exemple personnel. Moi, j'ai été candidat à l'élection présidentielle 2 fois. Donc, la démocratie a avancé. J'ai apporté mes petites idées par rapport aux problèmes de l'environnement. Je les ai posées. C'est difficile de comprendre parce que les gens ont faim. Mais je voudrais revenir tout simplement à regarder, par exemple, comment ça s'est dessiné cette élection de 2018 qui vient de passer là. Moi, je fais partie du G20. Ça a quand même influencé, ou bien ça a quand même... J'étais pas au courant. Ouais, ça a quand même touché les Camerounais ou les partis psychologiquement à partir du moment où on a déclaré que 20 partis d'opposition se sont ralliés au parti au pouvoir. Tout ça, c'est de la stratégie. Si l'opposition veut aller combattre le RDPC qui est une mastodonte, c'est-à-dire je ne sais pas, une mastodonte de guerre, on n'arrivera jamais. Il faut seulement des alliances, comme le RDPC même fait les alliances. Parce que Cabral Libi, Matumba et tout ce qui est, c'est-à-dire Kamto, etc., ils pouvaient se réunir et dire que nous pouvons présenter un seul candidat. On aurait vu l'élection là autrement. Chacun a voulu y aller en pensant, en bombant le torse que je veux faire ceci, cela. C'est impossible. Le RDPC a tellement de moyens. Beaucoup de moyens. Tous les moyens possibles. Je ne vais pas citer ça ici. Donc l'opposition, l'opposition a pu faire son chemin. On a eu cette opportunité de renverser ce pouvoir, ne serait-ce que législative à l'époque. Le SDF, le NDP et tout ça, ils ne l'ont pas fait parce que l'égoïsme et l'égocentrisme a triomphé. C'est une leçon que nous avons eue en 2018. Je pense que si les réformes vont suivre, et les réformes qui vont dans le sens où tout le monde a l'intérêt pour ce pays, pour que ça avance et que chacun vive avec ses capacités, avec ses moyens intellectuels, avec ses moyens, tous les moyens possibles, je pense que les prochaines fois, les choses iront mieux. Mais je souhaite bonne chance à l'opposition qui n'est qu'en train de se Docteur Raphaël Ouanssi, je voudrais quand même qu'on questionne le bilan de cette opposition au Cameroun. Il faut remonter en 1993 pour constater que l'opposition a connu un succès à la limite appréciable à l'élection législative de cette période-là. Depuis pratiquement 26 ans aujourd'hui, on a une opposition qui est incapable d'avoir une majorité au sein des instances décisionnelles au Cameroun. On a une pléthore de partis politiques dans notre pays. Est-ce que on peut penser aussi que la faible couverture électorale de l'opposition, mais aussi un autre élément qui est très souvent évoqué, le vote contestataire au sein même de l'appareil du RDPC, n'a pas pu être capitalisé par l'opposition au Cameroun aujourd'hui, qui visiblement est incapable de faire face au régime en place? Vous commencez dans les années 90. Moi, j'irai plus loin dans l'histoire des institutions coloniales au Cameroun. Le système colonial n'a jamais voulu une opposition qui remettait en cause l'ordre public colonial. De la même manière, ceux qui ont hérité du système colonial n'ont jamais voulu une opposition qui remettrait en cause l'ordre public tel qu'il est établi, le politiquement correct. On a débouché à quoi? À une opposition qui est réduite à un rôle purement figuratif et configuratif. Je vais vous expliquer. Dans un État est des institutions en mouvement, c'est une dynamique.
Dès lors que vous êtes au pouvoir, ce que vous faites, vous le faites pour les générations futures. Cela veut dire, ceux qui sont au pouvoir ont un devoir moral d'organisation de l'opposition. L'opposition israélienne est organisée pour le pouvoir, pour prendre le pouvoir à n'importe quel moment. Donc les règles de jeu doivent être consensuelles. Si les règles de jeu ne sont pas consensuelles, ce n'est plus une opposition. Merci. Donc il n'y a donc pas de règles de jeu suffisamment consensuelles. On veut une opposition figurative. Et pendant longtemps, ce jeu ça a été le jeu de la politique au Cameroun. Dès qu'on a dit multipartisme, les gens ont cru que multipartisme et démocratie allaient de pair. On nous a donné le multipartisme. Dès qu'on nous a donné le multipartisme, au moment de passer à l'alternance, à récupérer la dynamique politique réelle, chacun s'est grippé. On a commencé à raconter des histoires. Il y a 250 tribus au Cameroun. Cette affaire de 250 tribus au Cameroun, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas vrai. C'est une analyse sociologique coloniale. Il y a moins de 50 tribus au Cameroun. On a dit 250 ethnies. Même si ethnie ou pas tribu, je vous dis la vérité, en fait, les gens se comprennent, les gens s'aiment. Donc, c'est de la manipulation qui a été faite par ceux qui voulaient conserver le pouvoir et qui estimaient que ceux d'en face venaient avec d'autres intérêts. Vous comprenez? Donc, ce que je voulais vous dire, il n'y a pas de consensus. Et tant qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de règles. Ce qui crée une forme de pugilat politique qui se pérennise depuis près de 26 ans, depuis de longues années. On a demandé aux partis d'opposition, pourquoi voulez-vous absolument qu'il y ait un candidat de consensus? Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi ce n'est pas possible? Non. Ce n'est pas possible parce que les règles de jeu elles-mêmes ne sont pas consensuelles. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un candidat de consensus? Voilà ma position à propos. Mon cher Honoré, à l'analyse du docteur Joël Raphaël Wansi, mais avant de réagir à ces propos, j'aimerais bien que vous nous dites très concrètement si cette analyse épouse la situation que vous, en tant que leader d'une formation politique, avez vécue en 2013. Je rappelle que vous étiez dans une forme de plateforme, vous parliez de l'alliance de convergence des forces pures. Je crois que c'était cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette alliance, visiblement, n'a pas fait long feu. Est-ce que c'est l'analyse aujourd'hui du docteur Wansi qui... Oui, c'est comme s'il était avec nous. En fait, le docteur Wansi a dit peut-être avec un autre ton, mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. Au Cameroun, l'opposition depuis 26 ans, comme tu dis, a bougé. On ne peut pas dire qu'on est resté sans rien faire. Il y a eu aujourd'hui, il y a des maires qui sont de l'opposition, par exemple. Il y a des députés de l'opposition. Mais il faut noter que... Mais le taux de couverture reste quand même très minime, extrêmement faible. Très faible. Parce que, vous savez, je peux même dire, ça je ne veux pas avoir peur de le dire, j'ai l'avantage de ne pas avoir peur, c'est de dire que tous les postes même de l'opposition, maires, conseillers municipaux, députés, sénateurs, c'est parce que RDPC veut. RDPC peut décider de tout prendre, et ils prennent tout, légalement ou illégalement. Parce que, tel que le docteur dit, la constitution, le code électoral, tout est greffé tel que c'est lui qui définit de qui il veut laisser gagner quelque part. Donc il peut décider, elle peut s'asseoir, ne pas faire campagne. Au vu de la constitution camerounaise actuelle, s'asseoir, ne pas faire campagne. Comment est-ce que vous expliquez que l'opposition soit incapable, par exemple, au regard de cette faiblesse en termes de couverture électorale, de fédérer au moins ceux qui, au sein, par exemple, du RDPC sont mécontents? On a quand même eu quelques indicateurs l'année dernière avec le nombre de personnes inscrites à cette élection, le nombre de personnes ayant effectivement voté. Le taux d'abstention est un sérieux indicateur. L'opposition ne réussit visiblement pas à faire fédérer ces personnes à leur cause. Comment on peut comprendre également cela? Oui, telles que les choses sont faites au Cameroun, le docteur a si bien rappelé cela, c'est difficile. L'opposition essaye de faire ce qu'il peut, mais nous savons tous que
Bon, par exemple, il faut revenir un peu plus loin. Il y a 3 sortes d'opposition au Cameroun. Vous devez le savoir. Il y a les anciens opposants, les premiers, c'est lorsque on a parlé de multipartisme, les anciens amis sont détachés. Et chacun formait une formation politique. Aujourd'hui, eux, ces mêmes gens sont rattachés actuellement à ce même régime. C'est eux qui, enfin, on aura un débat sur les marchés publics dans bientôt. C'est eux qui sont beaucoup plus dans ces petits marchés-là. Et puis il y a une opposition créée par le pouvoir lui-même. C'est-à-dire que c'est une sorte d'infiltration comme on dit chez les policiers. On met au sein de vous des gens pour jouer leur jeu. Et puis il y a une opposition patriotique, comme l'UMPC. Par exemple, d'ailleurs je profite pour demander à tous les membres, tous les jeunes Camerounais, pour leur dire que les portes de l'UMPC leur sont ouvertes. C'est un parti jeune et dynamique qui veut le progrès et le développement du Cameroun. Donc il faut revenir pour dire que ces partis politiques aujourd'hui, pour l'opposition, parce que je n'ai même pas le terme opposition, docteur Wansi. Je n'ai pas le terme quand on dit parti d'opposition. J'aime dire parti politique. Parce que lorsqu'on va aux élections, on s'oppose. RDP s'oppose à mon frère, Fingo s'oppose à lui. Ici, on s'oppose tous. Ils sont des partis politiques. Seulement, ceux qui ne sont pas proches du pouvoir comme le RDPC sont vraiment handicapés. Ils n'ont pas toutes les armes. Et le docteur Fils a dit le RDPC est une gigantesque machine. Bon, sauf que la manière de dire me choque. Je me demande en ce moment-là, si c'est une machine qu'on ne peut pas combattre, pourquoi sommes-nous donc là? Donc il faut donc trouver des moyens pour qu'il y ait une possible alternance. Donc pour cela, il faut revoir la constitution camerounaise, la rendre telle que, permettre que le peuple soit souverain, que ce peuple qui décide par cette voie. Parce que beaucoup de gens, pourquoi il y a abstinence lorsqu'on va au vote? Beaucoup se disent, je ne sais pas voter même, c'est celui qui va gagner, non? So, tu vois comment les gens pensent. Et quand tu dis, un matin, tu dis, ah, je ne peux pas voter. Si je n'ai pas même voté, même, votre ne sera même pas entendu. Et puis, il y a un autre phénomène. Au niveau de l'ECAM, l'inscription sur liste électorale. Figurez-vous que, par exemple, dans la troisième où je vis, c'est à la mairie, par exemple, où ils sont installés. Il y a des gens qui habitent Ngouang, c'est-à-dire à environ à 15 km de là, qui ont des difficultés à se nourrir. Vous voulez que ces gens se déplacent de là-bas pour venir s'inscrire, encore que il dit que même s'il va voter, ça va servir à quoi? Donc on motive déjà même pas les institutions électorales. Déjà. C'est que moi je conseille aux partis politiques d'opposition, puisque le thème doit être employé. C'est que je leur donne comme conseil. Parce que moi je vous dis, je ne pourrais pas, même si j'avais les 30 millions, je ne serais pas partir aux élections présidentielles. C'était peine perdue. Telles choses sont faites. Il n'y a aucune chance pour un parti d'opposition de gagner le candidat Paul Biya. S'il veut tuer être président, on ne le gagnera jamais. Le conseil donne aux partis politiques d'opposition pour qu'en 2025, tu ne pourrais rien savoir le bilan pour qu'on te réponde positivement, c'est de s'attarder aux élections municipales. Quand tu as une bonne base, tu peux bien sauter. C'est ce que le grand frère Fils voulait dire par rapport à Kamto. Que ce qu'on entraîne tous de Kamto, pour ceux qui le connaissent et ceux qui l'ont vu se développer sur le terrain, c'est qu'il ne s'intéresse pas tout d'un coup au présidentiel. Il gagnerait s'il avait commencé par la base, c'est-à-dire que parce que lui, il avait aussi des mêmes moyens, presque comme le RDPC. Et d'une manière clandestine, il pouvait gagner, c'est-à-dire qu'il commence par les municipales, les législatifs, les sénateurs ou trop. Et quand il doit une forte base, maintenant, peut-être en ce moment, nous autres, il peut nous mobiliser. Et on s'accroche parce qu'il y a une force et une opposition. Mais quand tu commences par la présidence, tu vas te blesser. Quand on passe de ce côté-là, soit on se blesse, soit on est blessé de toute façon. Donc, quand Fils dit qu'il a dû commencer par là, il a raison. Il est parti un peu trop fort et trop vite. Et du coup, on voit les conséquences. Je demande à l'opposition camerounaise de s'investir plus. Donc chaque parti politique finance lui-même. C'est sorti pour les partis politiques, pour les municipales et les députés. Ce n'est pas un État qui vous donne cet argent, il n'a plus souvent subventionné. Donc, chacun a son effort, luttons pour les bases. Ensuite, on verra comment l'avenir nous dira. Fritgo, sur le bilan de l'opposition au Cameroun, je l'indiquais dans mes propos, il faut remonter en 1993 pour constater que l'opposition a eu 98% des sièges à l'Assemblée nationale. Cela n'est plus arrivé depuis cette période-là. Est-ce que l'opposition aujourd'hui pêche aussi par son manque de pédagogie et par
puisqu'elle semble passer maître dans les invectives aujourd'hui. Est-ce que cette opposition aujourd'hui a quelque peu à un moment donné trahi sa conviction première en allant dans tous les sens et en perdant l'opinion sur son combat politique? Mais je vous ai dit que c'est un problème d'ego, c'est un problème d'égocentrisme. Les gens n'ont pas l'intérêt commun, c'est tout. Les gens n'ont pas l'intérêt de la République. Il y a aussi le problème, donc le docteur vient de souligner, il nous manque l'élégance politique, c'est-à-dire le consensuel. Les gens ne pensent pas à la République pour que demain l'opposition puisse se préparer à relever le défi. Moi, je suis d'accord avec son analyse. Les gens ne sont pas élégants. Ils veulent tout s'accaparer. Et quand on s'accapare de tout, et après, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pour vous dire que même l'opposition a beaucoup péché parce qu'il y a beaucoup d'ego. Un jour, j'ai été convoqué à une réunion à Yaoundé. On m'a demandé qui vous a coopté. Alors que nous sommes tous des partis d'opposition. Moi, je suis sorti. C'était Bizibi. Il me demandait qui m'a coopté. Je lui ai dit, mais vous êtes quoi finalement? Vous êtes pourquoi? Je sais. On m'a invité, j'ai eu une invitation et après il me demande qui m'a coopté. Regardez ces genres de problèmes. Grave, hein? Donc c'est malheureux. Notre opposition est devenue faible parce que chacun pense que. C'est tout. On avait encore une bonne occasion en 2018 qu'on réunisse toutes les forces. Même si le RDPC allait gagner, il ne pouvait pas gagner avec 78%. Donc je dis, ce qu'il vient de son analyse est vraiment juste. Il nous manque aussi l'élégance en politique. C'est-à-dire, il faut l'élégance. Vous voyez comment les présidents européens, tout ça, même au Ghana ici, quelqu'un sort du pouvoir étant satisfait de ce qu'il a fait. Mais ici, on se cramponne en Afrique centrale comme si c'était... C'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu sois ministre pendant 40 ans. C'est pas possible. C'est pas normal. Non, c'est possible, mais c'est pas normal. C'est pas normal, non. Il faut au moins changer de temps en temps. Si tu es ministre aujourd'hui, demain tu peux être directeur de société, demain tu peux être conseiller, demain tu peux... Pourquoi pas planter au village? Mais c'est pas possible. Même planter au village. Donc, notre opposition a vraiment péché, sachant bien que le RDPC a tous les moyens. C'est malheureux. Docteur Joël Raphaël Ouanssi, vous allez réagir. Docteur, juste une question. Cette opposition au Cameroun aujourd'hui, dans la perspective, peut-elle se structurer? À défaut de combattre le pouvoir, là, fatiguée de combattre le pouvoir, elle a commencé à se combattre elle-même. Je peux vous expliquer. Ici, on ne supporte pas les gens qui ont les idées. Dès lors que vous avez les idées, on vous combat même sans vous avoir écouté. Donc, les gens ont commencé à se tirer dessus. Le pouvoir du RDPC peut dormir tranquille, puisque l'opposition fait le travail pour lui. C'est-à-dire qu'il s'autodétruit. Voyez-vous comment il s'autodétruit? Dès lors qu'un homme politique émerge, il crée la jalousie des autres hommes politiques qui sont réduits à leur position régionale. Beaucoup d'hommes politiques, l'opposition chez nous est réduite à un rôle régional que lui confère le système au pouvoir. Dès lors, quand il est réduit au rôle régional, il ne constitue plus une nuisance, c'est-à-dire il ne peut plus bloquer la machine au niveau national. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès lors qu'un candidat émerge pour avoir des aspirations nationales, on le combat, on l'insulte, on le tribalise, on fait tout ce qu'il faut faire pour nuire à ce candidat. Mais finalement, on ignore quelque chose, que le code électoral au Cameroun a été ficelé pour pérenniser le pouvoir d'un parti, à la limite le pouvoir d'une personne. Oui. C'est-à-dire ficelé dans quel sens? Je prends un cas de figure possible au Cameroun dans quelques années, vous allez arriver là. S'il y a 100 candidats à la présidentielle et qu'un candidat à 11%, il remporte les élections, 11% de la population camerounaise aura voté pour un candidat. Je dis bien 11%. Donc, le
code électoral tel qu'il est aujourd'hui n'est pas suffisamment représentatif de la configuration sociale du Cameroun. Donc, perspective pour l'opposition, perspective nulle. Nous allons continuer dans la pérennisation du pouvoir partisan, c'est-à-dire un pouvoir partisan qui confère le pouvoir à une personne. Et ce n'est pas fini. C'est que cette personnification du pouvoir dont je parle se retrouve même dans les partis politiques, c'est-à-dire de l'opposition, où se disent, mon frère, j'ai créé mon parti, si tu ne veux pas me suivre, va faire pour toi. C'est pour parler en français facile. Donc, les gens sont là. Docteur Wansi. Chacun dit non, c'est ma chose. Et pendant longtemps, ces partis ont été bloqués par cette conception du pouvoir. Très peu de gens se sont dit, j'ai échoué aux élections, comme cela se fait dans les vraies démocraties. Lorsque un chef de parti a échoué aux élections, il s'efface au profit d'une nouvelle dynamique, au profit d'une nouvelle organisation à l'intérieur du parti qui arrive. Donc, ici chez nous, on a tué toutes les sensibilités à l'intérieur des partis. Le parti au pouvoir s'est dit, vous me portez des critiques acerbes. Vous-même, vous n'arrivez pas à assurer suffisamment votre organisation, votre association. Où il y a des chefs d'opposition qui durent 30 ans ou 25 ans, on revoit les mêmes. Pourquoi vous vous en prenez à notre chef? Très bien. Donc, docteur Wansi a dit quelque chose. Vous dites peut-être un mot sur ce que le docteur a dit et on aborde en un mot la dernière thématique. Évidemment, le docteur Wansi a dit quelque chose qui m'a fait rire parce que c'est un peu comme quand vous épousez une mauvaise femme. Même le diable vous tourne le dos. Vous voyez, c'est qu'il a fini avec vous. Dans l'un des péchés mignons de cette opposition, c'est le manque d'alternance à l'intérieur de vos formations politiques. Si vous voulez, c'est non, même c'est aussi comme il a dit, c'est entre nous-mêmes déjà, comme il a dit, on se combat. Dès qu'un essaie d'émerger, je me souviens du... Est-ce que cela ne pose pas finalement un problème de profil de l'opposition au Cameroun? Parce que peut-être ça dénote également d'une défaillance, d'un manque de connaissances il vous a répondu. politique. Parce que j'ai créé ma chose. Il a dit ma chose. Et bien si tu n'es pas à l'aise dans ma chose, donc tu vas créer la tienne. Régionaliste personnalisée. Tu vas créer la tienne. Par exemple, quand tu parles de 98, en 93, c'est qu'en 93, c'était la première fois qu'on a nos élections libres. Et le RDPC n'était pas sûr de la surprise. Parce qu'il n'était pas sûr qu'il y aurait autant d'erreurs. Donc, quand on s'est à 98%, ça veut dire ils ont pris conscience qu'il y a attention. Donc, ils perdent même cette chose-ci. Donc, désormais, c'est eux qui ont tout. C'est eux qui gèrent les institutions. Sinon, ils ont fait donc des choses, comme a dit le docteur, tailler ça à la mesure de leurs intérêts. Même si l'opposition s'unit et forme un seul candidat face au RDPC, peut-être mais seulement là vous allez attendre que l'RDPC a eu 90% de voix. Donc dans tous les cas, le docteur a été clair. Il prend ses mots seulement à sa manière. Il a été clair. L'opposition a beau faire. Et le mal, comme il a dit, dès que l'un d'entre nous émerge, tout le monde commence à lui à dire attention, Fils Ngola, non. Hier, il n'a pas eu Mercedes. Aujourd'hui, là, il roule en Prado. Non. Le gars, il a trempé la main sûrement. Bien là, peut-être vu. Donc, Dieu, c'est entre nous. Et forcément, quand tu épouses une mauvaise femme, même le diable te tourne le dos. J'aimerais qu'on prenne la dernière thématique avec vous, Fritz Ngor, pour parler des marchés publics en un mot très rapidement. Le sujet préoccupe désormais au Cameroun. Comment véritablement consommer les budgets d'investissement public? Ce sont des projets de développement qui sont aujourd'hui aux arrêts. L'État a pourtant décidé de mettre un coup d'accélérateur à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministère des Marchés publics a pourtant sanctionné, c'était en début du mois de mai dernier, 334 entreprises qui ont abandonné leur chantier entre 2014 et 2016 dans les régions de la Damawa, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est finalement des sanctions qui s'avèrent récurrentes puisque en 2016, 122 entreprises avaient été résiliées de la commande publique au Cameroun en 2016. 122 avaient été résiliées de la commande publique au Cameroun. La récurrence de ces sanctions semble poser la question de l'attribution des marchés publics au Cameroun. Est-ce que malgré le dispositif actuel, on peut parler d'attribution de marché par complaisance? Je peux dire tout simplement que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Ça a été toujours comme ça et c'est comme ça que le pays a toujours fonctionné. Raison pour laquelle
beaucoup de sociétés ferment leurs portes, mais c'est une grosse mafia, pour dire. Moi, je ne suis pas là-dedans, mais c'est une grosse mafia. Parce qu'il y a des règles du jeu, on ne les respecte jamais. Pour la Coupe des Nations qui devait avoir lieu, on a su qu'on passait des marchés de gré à gré qui dépassaient des milliards, alors que ça ne se fait pas. Vous voulez qu'on dise que quoi? Tout l'argent qui circulait en ville, là, c'était des marchés comme ça. On donne un marché à quelqu'un et il ne l'exécute pas, on le paye. Ça a été comme ça. Il y a plusieurs ministres qui sont partis en prison comme ça. Donc, moi, je veux vous dire une chose, je n'y suis pas et franchement, ça sent mauvais de ce côté-là. Ils n'ont qu'à arranger leur propre problème. Je suis Camerounais, ça me fait très mal. Mais je pense que tel que le ministre là est parti, je crois qu'il va faire quelque chose. Combien de fois on a essayé d'identifier les Camerounais qui sont fonctionnaires et ça a toujours buté. Aujourd'hui, on dit opération antilope. Aujourd'hui, on dit opération autre chose. On dit opération autre chose. C'est toujours comme ça. C'est tellement malheureux que les gens ne pensent... C'est la chose qui me dérange. Les gens ne pensent jamais à cette République là où ils sont nés, pour que ça progresse, pour que demain, tout le monde soit heureux. Comme on a dit, comme le docteur a dit tout à l'heure, ça doit profiter au panier de la ménagère, ça doit profiter à tous les Camerounais, ça doit être redistribué. Tout ce que nous avons ici, ça doit être redistribué à chaque Camerounais. Donc les marchés publics doivent avoir des règles du jeu bien établies. Vous allez voir que c'est les mêmes, hein? C'est les mêmes qui ont ça. C'est les mêmes qui sortent de nulle part. Le lendemain, ils ont une entreprise dans leur poche, ils ne payent pas les impôts, etc., etc. Et les gens qui ont leur petite entreprise de rien du tout, là, c'est eux qu'on attaque tous les jours pour payer les impôts. Tous les gens à qui on donne des gros marchés, là, ils ne payent rien du tout. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, bon, le pays, on est là aujourd'hui, on voit ce que ça donne. J'espère que ce ministre-là va essayer de revoir un peu la copie et que l'État, les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, doivent savoir arrêter. Il faut à un moment donné dire que non, on arrête tout ça. C'est pour ça qu'il a dit que si on arrête, c'est que tout le système est démantelé. Mais il faut savoir qu'un jour, c'est irréversible. Est-ce qu'on savait qu'on pouvait avoir, il y a 3 ans, ce qui se passe à Bamenda et au sud-ouest? On ne pouvait jamais savoir. Il faut donc faire attention parce que le peuple est versatile. Il faut le savoir. C'est la sortie qui est toujours difficile. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous manque beaucoup d'élégance en politique. L'élégance en politique, ça veut dire beaucoup de choses. Docteur Jean-Raphaël Wansi, est-ce qu'il y a suffisamment de filtres au niveau des marchés publics au Cameroun? Comment comprendre que des chantiers censés développer les localités peinent véritablement à être implémentés dans notre pays? Il y a un système des marchés publics, tout un code qui a été élaboré sur la question. Et pourtant, il y a encore des entreprises qui sont incapables d'exécuter des marchés qui leur sont attribués. Comment on peut comprendre cela? Comme dans beaucoup d'autres secteurs, nous avons un arsenal juridique en matière de marché public qui est admirable. Maintenant, c'est la mise en œuvre de cet arsenal juridique, c'est la mise en œuvre de ce droit. Pour arriver à ça, c'est que dans tous les pays du monde, il y a des problèmes dans l'octroi des marchés publics. En Italie, en France, on connaît ces problèmes. Mais le problème qui se pose, c'est que il y a un contrôle, et c'est le contrôle qui nous manque. Je vous ai parlé du contrôle parlementaire. Le Parlement commet des commissions en matière économique pour analyser, voir ce qui se passe dans les marchés publics, voir la régularité des marchés publics. Il y a le contrôle juridictionnel, c'est-à-dire la Chambre des comptes ou la Cour des comptes selon les pays s'intéresse aux marchés publics dès lors que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire l'administration, la mission de service public chargée du contrôle des marchés publics, notamment le ministère des marchés publics, constate des irrégularités. Lorsque ces irrégularités sont constatées, ou soit par la société civile, tous ces instruments de contrôle dont je vous parle doivent rentrer dans le jeu, pour voir ce qui se passe.
Mais malheureusement, chez nous, cela ne se fait pas parce que nous vivons dans un contexte politique où il est très difficile que l'administration se déploie comme organe neutre. C'est très difficile. En un mot, mon cher Honoré, en un mot, parce qu'on va sortir, malheureusement, non, on va sortir de cette émission. Les deux premières thématiques ont meublé une bonne partie de l'émission, malheureusement. Vraiment, en un mot, est-ce que ces nouvelles sanctions peuvent améliorer les choses? Pas du tout. Même pas du tout. Si c'est comme ça, je dois répondre pour qu'on finisse en sorte de l'émission. Oui, je m'arrête là. Même pas du tout. Au contraire, même, on vient encore d'ouvrir la possibilité que ça continue. Parce que si on doit sonner chaque fois, c'est-à-dire qu'on a fait de l'infraction une norme juridique. C'est-à-dire qu'on a autorisé que voler faire le mal est bien. Parce que moi, je reproche une institution de docteur. Lorsqu'en 2004, on mettait sur pied cette institution qui devrait en fait travailler secrètement et qu'on a rendu qu'on a institutionnalisé, hein, si la CONAC faisait bien son travail, on n'en serait pas là. Quand vous lisez cette loi, je l'ai amenée pour vous, si vous lisez la page 60-69 sur les garanties, ou pas de cautionnement, ça n'est pas de l'argent. C'est un être humain qui doit, donc, comme le docteur a dit, quelqu'un lui a demandé qui t'a copté. Donc quand tu as marché, tu es parrainé. Supposons que tu es parrainé par Chantal Biya. Je pense que le ministre des marchés peut faire quoi? Il n'a fait que dire ce qu'on lui a dit de dire. Ça ne va rien du tout changer. Je vous dis, c'est même comme s'il n'a rien dit. Il faut bien qu'il anime la télévision. Il est sorti, il a dit quelque chose. On a lu ce qu'il fallait lire. Hier, on a sanctionné 330. Aujourd'hui, on sanctionne 340. C'est les mêmes gens qu'on veut sanctionner. Parce que c'est un point de lobbying, c'est un point de réseau. On va sortir de cette émission, malheureusement, on ne va pas aller plus loin dans cette thématique. Je vous remercie déjà d'être infiniment venu. Je voudrais remercier Fritz Ngor, qui est le président du Parti écologique du Cameroun, qui nous a rejoint ce dimanche, après la prière. Merci d'être venu. Je remercie également le docteur Joël Raphaël Wansi, qui est juriste internationaliste. Il nous a abreuvé de sa science ce dimanche, docteur. Merci d'être venu. Et puis je vais dire merci à Honoré Abo, qui est le président de l'Union pour un mouvement patriotique du Cameroun. Il est également un criminologue. Je vous dis merci d'être venu. Le RDPC, des problèmes, dit-on, de connexion avec les représentants, n'a pas pu être sur le plateau. Et puis un cas de force majeure aurait donc retenu celui du Social Democratic Front, qui n'a pas pu être là ce dimanche. Merci de nous avoir suivis comme tous les dimanches. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir. Professeur Wansi, merci.